Vous me trouvez pas un peu palo, ces millions visiteurs? Non, parce qu'à force d'être enfermé sous l'eau, forcément je me dis que ça me ferait pas de mal de bronzer un peu, mais je sais pas trop comment faire en fait, hein. Voilà, ça fonctionne pas bien parce qu'il faut de la patience, et clairement la patience n'est pas vraiment mon truc. Hein, voilà, c'est fou d'ailleurs, parce que l'histoire du bronze, c'est un matériau tellement emblématique et tellement important dans l'humanité qu'on a fini par en faire un mot pour définir une couleur, des objets, une teinte de peau et tout ça, avec énormément de dérivés de sens différents. C'est une histoire qui est passionnante le bronze. Allez, aujourd'hui, on va parler de la fabrication d'objets en bronze, mais on va commencer par le commencement. Avant de poursuivre ce petit sujet, un mot sur notre sponsor du jour, et c'est la communauté d'universités et établissements de Toulouse. C'est un très beau sponsor parce que non seulement c'est pour parler de leur podcast scientifique absolument passionnant, mais en plus, tout est gratuit. Oui, donc il y aura le lien dans la description comme d'habitude, mais pas de réduction, parce qu'une réduction sur du gratuit, ça ne fonctionne pas. Bref, aujourd'hui je vais tâcher de vous convaincre d'aller jeter une oreille aux 2 podcasts produits par Explorer, le canal de production et de diffusion de la commu. Le premier s'appelle Sonar, ce sont des épisodes de 10 minutes assez étonnants à la frontière entre le son et la science. C'est-à-dire qu'on y aborde des sujets variés comme l'eau, les aimants, l'IA, les micropolluants, les racines des arbres, etc. Mais le tout avec un environnement sonore très particulier. Tout est réalisé en partenariat avec des chercheurs et des chercheuses, et c'est vraiment l'occasion d'apprendre des choses passionnantes. En seulement 10 minutes par sujet, vous pouvez vivre un véritable voyage sonore tout en dopant votre curiosité. Alors, le deuxième podcast s'appelle Playlist de chercheurs et il imagine une autre manière d'aborder l'interview d'un ou une spécialiste. Et si pour lui poser des questions, on commençait par se demander quelles sont ses musiques favorites. À travers 3 morceaux par podcast de 20 minutes, chaque scientifique invité parle de sa spécialité. Alors on a le climat, la construction, la scolarité, la médecine, les sujets sont là encore très variés et il y a même quelques thèmes assez intrigants et rigolos comme peut-on faire voler un avion avec des algues ? Voilà, tout est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Je vous mets évidemment le lien dans la description, ça pourrait vous aider à passer le temps pendant les trajets des fêtes. Sur ce, retour à notre histoire de bronze. Alors tout d'abord, le bronze, c'est quoi ? C'est un métal, et plus précisément un alliage métallique. C'est-à-dire que c'est en fait la combinaison de plusieurs métaux différents, en l'occurrence ici, du cuivre et de l'étain. Le cuivre, c'est un métal encore très présent, très courant dans notre quotidien, qui est facilement reconnaissable par sa couleur très rouge-orangé. On en trouve dans les fils électriques, dans les tuyaux pour la plomberie, dans les casseroles de vos grands-mères, mais aussi dans les agrafes et dans les bijoux. L'étain, c'est un métal plutôt mou, de couleur argentée, et qui là encore se trouve très facilement dans notre quotidien. Les bijoux aussi, les soudures et même des emballages alimentaires. Et quand on combine ces 2 métaux en les faisant fondre, on obtient du bronze, un métal avec des teintes qui peuvent varier entre le doré et le doré rouge. Ça dépend de la proportion de cuivre que vous avez utilisée. Et selon ces proportions, le bronze ne va pas avoir les mêmes propriétés. Il va être plus dur ou moins dur, plus ou moins cassant ou plus ou moins malléable. C'est un matériau assez incroyable et l'humanité ne s'y est pas trompée puisqu'on l'utilise depuis l'Antiquité pour faire à peu près tout et n'importe quoi. Des bijoux, des armes, des armures, des statues, des objets de décoration, de la vaisselle, des clés, des boutons, des instruments de musique, des outils, des lampes, des morceaux de bateau, des petits miroirs aussi, bref, c'est un des métaux les plus utilisés de tous les temps. D'ailleurs, à une certaine période, c'est le métal de référence pour à peu près tout, et c'est ce qu'on appelle l'âge du bronze. Dès le néolithique, on a des traces d'utilisation d'objets en bronze, et plus l'on progresse dans l'histoire, plus son usage se généralise. L'âge du bronze, c'est une période généralement comprise entre moins 2200 et moins 800, que l'on divise en 3 parties. D'abord, l'âge du bronze ancien jusqu'en moins 1600, le bronze moyen jusqu'en moins 1400, et le bronze final jusqu'à moins 800, vous avez suivi. Et l'âge du bronze, c'est très important en fait, parce que c'est avec ça que l'on sort officiellement de la préhistoire. Et après l'âge du bronze vient l'âge du fer, avec la généralisation de l'utilisation prioritaire de ce métal. Bon, la réalité c'est que, oui, ça définit surtout l'usage qu'on en fait pour la guerre. C'est le cas par exemple à l'époque supposée de la célèbre guerre de Troie, décrite par Homère. Alors bien sûr, le récit avec Achille, Ulysse, Hector et les autres, c'est très clairement une légende, notamment parce que les dieux interviennent un peu tout le temps. Pour autant, les scientifiques pensent que cette guerre est inspirée d'une vraie période, qu'on surnomme souvent l'âge des héros, entre le XIVe et le XIIe siècle avant l'ère chrétienne. Et donc à cette époque, les combattants portent divers types d'armures en bronze, mais également des armes. Attendez, parce qu'il y a plus connu.
Les Spartiates du roi Léonidas, les fameux 300, eh bien ils ont probablement aussi porté des armures en bronze à la bataille des Thermopyles où ils résistèrent face à l'armée perse. Mais nous sommes alors au 5e siècle avant l'ère chrétienne, et si le bronze reste utilisé pour faire des armures, qui ont un peu évolué depuis l'âge des héros, les armes, elles, sont de plus en plus en acier, et d'ailleurs les armures vont progressivement changer dans les temps qui vont suivre. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bronze n'a pas les mêmes propriétés selon les mélanges et les proportions de l'alliage. Très rapidement, les artisans ont compris qu'ils n'avaient pas besoin des mêmes propriétés pour faire une épée qui doit être résistante et dure, ou une armure qui a besoin d'encaisser les chocs, et encore plus un bijou où la couleur et l'esthétique vont être les plus importants. D'ailleurs, contrairement aux objets en fer qui se forgent, les objets en bronze peuvent se faire de deux manières. La première, et c'est un peu comme pour le fer d'ailleurs, par martelage de plaques et par soudure. C'est ainsi qu'on fait des armures ou de la vaisselle. L'idée, c'est de partir de plaques de bronze fin pour leur donner la forme que l'on veut en les travaillant avec de la chaleur. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appellerait grossièrement de la chaudronnerie. En revanche, la deuxième méthode, c'est la plus connue, mais aussi la plus impressionnante, et c'est la coulée. L'idée, c'est de créer des moules dans lesquels on fait fondre le bronze en fusion. Lorsque le bronze refroidit, il garde la forme du moule et on peut faire énormément d'objets avec. C'est comme ça qu'on fabrique par exemple une bonne partie des bijoux, mais aussi toutes les épées et les couteaux en bronze. On peut également faire des statuettes et des rasoirs, mais je crois que le plus simple, c'est que je vous montre parce qu'on n'est pas là pour être ici. Pour ça, direction le parc naturel et archéologique Samara, juste à côté d'Amiens. C'est un endroit merveilleux avec de nombreux bâtiments gaulois ou préhistoriques reconstitués, mais ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est l'atelier des fondeurs de bronze celtes. Et je peux vous dire qu'il y fait chaud dans cet atelier, puisque 2 personnes doivent entretenir le foyer en permanence grâce à 2 grands soufflets en bois et en cuir. Régulièrement, ils ajoutent du charbon aussi pour maintenir une haute température permettant de fondre le bronze. Ce bronze, il est actuellement dans un creuset caché au centre du foyer et les artisans doivent maintenir une température d'environ 1000 degrés pour le rendre bien liquide. Aujourd'hui, le but du jeu, c'est de fabriquer plusieurs petits objets, et pour ça, on va utiliser la technique de la cire perdue. Il s'agit de fabriquer une sculpture de l'objet avec de la cire d'abeille, puis de faire un moule autour. On va y laisser un cône d'alimentation, parce que c'est à cet endroit qu'on va verser le bronze. Le moule est fabriqué avec une pâte qui est un mélange d'argile, de sable et de crottin de cheval. Une fois le moule sec, on le dessire en faisant lentement fondre la cire d'abeille. Chaque sculpture en cire ne peut donc servir qu'une seule fois. On met ensuite les moules dans une sorte de bac à sable. Ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est de tenir le moule bien en place pour la coulée du bronze et de dissiper la chaleur de cette dernière. En plus de ça, le choc thermique et la poussée provoquée par le bronze en fusion peuvent faire éclater les moules et faire échouer l'opération. Donc le sable, c'est très utile pour offrir une contre-poussée afin que tout reste bien en place. Il est maintenant temps de sortir le creuset et ses 2 kg de bronze en fusion. L'artisan verse soigneusement le métal liquide dans les moules en essayant d'en mettre le moins possible à côté pour remplir le plus de moules possible. C'est un moment un peu magique et une opération très délicate puisqu'il faut être assez rapide pour ne pas que le bronze refroidisse, mais assez lent pour garantir une coulée parfaite et éviter les accidents.
Après avoir laissé le bronze refroidir un peu, on sort les moules pour terminer le refroidissement dans un bac d'eau. Même si ça n'a l'air de rien, ils sont encore brûlants à ce moment-là, donc les pinces restent indispensables. L'étape suivante, c'est l'étape Kinder Surprise. On enlève le moule et on découvre la jolie surprise à l'intérieur, en espérant que tout s'est bien passé. L'opération peut se réaliser comme ici, progressivement, au burin et au marteau, pour retirer minutieusement tout le moule sans abîmer la pièce. Notre lame de couteau apparaît petit à petit et on voit qu'elle a l'air parfaite. Dans certains cas, le moule part presque tout seul et ce petit couteau est vite sorti. Sur ce bracelet, on voit bien le bracelet lui-même, mais également le cône d'alimentation et les deux passages qui ont alimenté tout l'espace laissé par la cire fondue, et c'est comme ça qu'on obtient ce bijou. On réalise ensuite un nettoyage en détail avec de l'eau et une brosse métallique, mais selon les périodes, on pouvait utiliser du sable pour frotter la pièce, ça fonctionne très bien. Il ne reste plus qu'à polir et aiguiser, et ce couteau sera terminé. Avec cette méthode, on peut également faire des outils comme le burin pour ouvrir les moules que vous avez vu, mais également des haches, et on en a retrouvé énormément dans les chantiers de fouilles archéologiques. La technique de fonte du bronze à la cire perdue, c'est quelque chose d'assez polyvalent et vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Bien entendu, j'en parlais, mais avec des moules plus grands, on peut également faire des épées, parfois même très longues. Voilà, vous en savez un peu plus sur la manière dont on fabriquait des objets en bronze. Alors bien sûr, le bronze a servi dans l'histoire pour beaucoup d'autres usages et a régulièrement révolutionné nos approches de l'armement, tout en s'invitant dans tous les aspects de nos vies quotidiennes, y compris les technologies les plus avancées. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. En attendant, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.